Pierre s'en va faire le tour de la terre entière. Sac à dos et chapeau, voilà ce qu'il lui faut. Petit Pierre s'en va faire le tour de la terre. Bonjour, je m'appelle Pierre, même si tout le monde m'appelle Petit Pierre, et je vais vous raconter mon histoire. Depuis que je suis tout petit, j'ai décidé d'emmener mon papa découvrir le monde. Il faut dire que je suis tombée dans une bonne famille, parce que ma maman et mon papa, ils avaient déjà traversé l'Afrique à vélo, avant que je sorte de l'œuf. Alors ça m'a donné plein d'idées. Quand j'ai eu 1 an et demi, j'ai convaincu mon papa de m'acheter une remorque à attacher derrière son vélo. Une belle remorque jaune et rouge avec un beau drapeau. Et un été, comme ça, pour le plaisir, on a traversé la France. Papa sur le vélo, moi dans la remorque, ça nous a plu à tous les deux. Alors, on a décidé de recommencer. Et depuis, 1 ou 2 fois par an, on met la remorque et le vélo dans des cartons. On tire au hasard une page dans un atlas et on prend un avion qui va là où la page est ouverte. Ainsi, entre 2 et 6 ans, j'ai traîné mon papa à travers 10 pays et 4 continents. Et j'espère bien voir le 5e bientôt. Tout d'abord, il faut que je vous présente ma remorque. En réalité, j'en ai eu 2. Une quand j'étais petit et une autre maintenant que je suis grand. Toutes les 2 étaient grandes et adaptées pour transporter mes jouets, mon duvet et la toile de tente. La deuxième a des amortisseurs, car il nous arrive souvent de quitter la route pour rouler sur des pistes. La tôle ondulée du Mali est plus douce avec des suspensions. Ma remorque est spacieuse et je peux y dormir, car voyager à vélo, ça n'a l'air de rien, mais c'est plutôt fatigant. Alors, je me tape 3 ou 4 petits roupillons par jour. Une sieste le matin, car comme on part généralement à l'aube, la matinée est un peu longue. 1 ou 2 dans le milieu de journée, et la dernière, je la commence systématiquement 10 km avant d'arriver. Comme ça, je suis en pleine forme à l'arrivée pour soutenir mon papa, qui rêverait de se reposer, après sa journée passée à pédaler. Mais on voyage pas pour faire la sieste à l'étape. Dans ma remorque, il y a tous mes jouets bien rangés. Mon duvet pour quand je veux dormir et qu'il fait un peu froid. On y accroche la tente car mon papa est trop feignant pour la porter lui-même. J'y range aussi plein de livres, car j'adore lire. C'est même en voyage que j'ai appris. Ma remorque est étanche pour quand il pleut et il y a des rideaux pour se protéger du soleil quand il fait trop chaud. En général, je voyage assis ou couché, mais je suis souvent debout pour admirer le paysage. La remorque est solidement accrochée derrière le vélo de mon papa et elle est tellement bien qu'il arrive à l'oublier dans les descentes. Des fois,
on a roulé à plus de 70 km/h. Moi, j'adore quand ça descend. Mon papa, il aime moins quand ça monte, même s'il n'est pas souvent à pied. Quand ça arrive, je descends aussi pour l'aider, en poussant la remorque. Une fois, on a pesé le vélo, la remorque et les bagages, et on a trouvé 100 kilos. Malgré tout, notre record de distance, c'est 173 km dans une journée. Bref, ma remorque à moi, c'est ma maison à roulettes. Et j'aime pas beaucoup voir d'autres enfants s'en approcher de trop près. Quand on est en voyage, on n'est pas des feignants. Mon papa, il se lève un peu avant le jour pour préparer les affaires. Raccrocher les sacoches sur le vélo, regonfler les pneus, vérifier la carte, préparer le petit déjeuner et démonter la tente si on est en camping. Moi, pendant ce temps, je moufte pas. Bien au chaud dans mon duvet, je fais celui qui ne voit rien. Comme ça, mon papa, il me prend avec le duvet et me couche dans la remorque où je termine ma nuit pépère. On décolle au premier rayon du soleil et en général, je profite des 20 premiers kilomètres pour me réveiller en douceur. Je laisse le soleil réchauffer la remorque et le duvet et quand je me sens bien, on se fait une bonne pause pour se prendre le petit déjeuner. Mon papa en profite pour m'expliquer l'étape du jour, les kilomètres à faire, si ça va être dur ou pas. Et surtout s'il y aura des baignades ou des endroits pour s'arrêter et jouer. Et on repart. On fait une pause tous les 20-30 km, une bonne pause pour grignoter un petit truc et se faire une partie de poker ou de petits chevaux. Vers 13h, on essaye de dégoter un coin pour manger. Quand on l'a trouvé, c'est la grande pause, avec bonne sieste digestive et nouvelle partie de cartes ou coloriage. On a goûté des crevettes énormes, des beignets aux sardines bourrés d'épices, des vrais pétards. On a dégusté de la viande d'autruche, de zébu et d'antilope. On a mangé des fruits que je connais même pas le nom, sauf les mangues qui m'ont fait vomir. Mon papa m'a expliqué qu'avant, les Français étaient dans beaucoup de pays et on laissait des traces. On trouve du pain un peu partout en Afrique, de la vache qui rit et des croissants au Vietnam. Et puis, si les Vietnamiens disent opla pour des œufs sur le plat et omelette pour une omelette, ça n'est peut-être pas tout à fait par hasard. L'après-midi, on roule encore, en essayant de trouver des coins pour se baigner. Si on est au bord de la mer ou qu'il y a des rivières pas trop sales. Quand j'ai envie de faire une pause, j'ai découvert 2 mots magiques dès mon premier voyage. C'est pipi et caca. Aussi sec, mon papa est obligé de s'arrêter. Après, je me débrouille pour transformer la pause pipi en pause jeu. Le soir, on s'arrête là où on peut. Un village où on nous accueille, un hôtel si on est en ville, où on plante la tente à l'abri des regards, si on veut être tranquille. Des fois, on dort même à la belle étoile avec ou sans la moustiquaire. La soirée, c'est coloriage et lecture pour moi, et courrier pour papa, qui tient absolument à faire bisquer tous ses amis en leur envoyant des cartes postales. On se tape un bon repas, une grosse toilette, et si on doit repartir le lendemain, on se couche vers 20h30. À chacun de nos voyages, je me suis toujours débrouillée pour qu'on soit au bord de l'eau, de la mer de préférence. Juste au Mali, peut-être, j'ai un peu raté mon coup. Mais on s'est rattrapé en traversant plusieurs fois le Niger et le Bani, et en s'y baignant à chaque fois. De voyage en voyage, on a pu ainsi se baigner dans l'océan Indien, entre Mombasa et le Cap de Bonne-Espérance, et aux îles Maurice et la Réunion, dans la mer Rouge en suivant le Sinaï, dans l'océan Pacifique en descendant la Californie,
dans la Méditerranée tout près des pyramides ou du Parthénon, ou en bien encore dans la mer de Chine, dans la baie d'Along. Et puis, on a goûté l'eau du Nil, du Niger et des rizières asiatiques. On a aussi découvert que l'eau est rare et que nous, les Occidentaux, on en profite égoïstement. Au Mali, il faut parfois aller la tirer à plus de 100 mètres de profondeur. Parfois, il ne pleut pas plusieurs années de suite. Les gens attendent la pluie qui ne venait pas afin de planter le riz. Pour se laver, on utilisait un demi-seau d'eau à deux. Maintenant, en France, on réfléchit avant d'ouvrir un robinet. Parfois, les plages sont de vrais dépotoirs, comme au Vietnam, où les gens font caca sur le sable, en ligne face à la mer, avant d'aller s'y rincer les mains. Parfois, ce sont des pièges à touristes, où il faut payer le droit de mettre un pied dans l'eau, assiégé par une nuée de vendeurs de parasols. D'autres fois, il faut se baigner tout habillé à cause de la pudeur religieuse des gens. Parfois, on a à peine mis le pied dans l'eau qu'on est entouré d'une nuée d'enfants braillant « What's your name ?» et on ne peut même pas nager. Mais souvent, c'est le rêve. Dans le Sinaï, on voyait le fond à 10 mètres avec des poissons comme à Jardiland et du corail de toutes les couleurs. À l'île Maurice, on restait la journée dans l'eau à regarder les poissons nous passer entre les pieds. Dans le Niger, l'eau était tellement chaude qu'il fallait y entrer tout doucement et bouger tout le temps, car sinon, on se faisait pincer par les poissons. Au Kenya, j'ai vu des geysers où on pouvait faire bouillir des œufs. Au Vietnam, on se baignait au moins 10 fois par jour entre mer et rizière. J'y ai appris à nager en jouant avec plein de copains qui ne se doutaient pas que j'avais que 3 ans. Bataille. Il faut dire que eux, à 3 ans, ils sont tout petits. J'ai dû déplacer quelques mètres cubes de sable pour bâtir chemin de billes, pâtés et châteaux et faire des trous où mon papa finit toujours par m'enterrer. À rien l'amuse. Le soir, nous plantons souvent la tente face à la mer, loin des hôtels et des marées de touristes. Avant de nous endormir, nous contemplons une dernière fois les palmiers, les vagues qui viennent se briser sur la grève, le soleil couchant, et nous nous endormons, bercés par le cri des phoques dans le lointain. Où allez-vous, chemin tranquille? Où allez-vous, allez-vous? Au creux des champs, loin de la ville. Où allez-vous, allez-vous? À vélo, on passe partout. Avec une voiture, il faut toujours vérifier sur la carte que pour traverser une rivière, il y a bien un pont ou un bac. Nous, on sait que si la route va jusqu'à la rivière, on trouvera forcément une barque ou une pirogue pour traverser. Parfois, il n'y a même plus de route. Alors, on sort la boussole et on part droit devant. Et comme mon papa n'est pas très doué, on n'arrive jamais là où on voulait. Mais ça fait rien parce que ça fait des surprises. Des fois, la route est très dangereuse quand elle est encombrée de bus et de camions. En Afrique et en Asie, c'est un jeu pour les chauffeurs que de faire peur aux cyclistes pour qu'ils se jettent dans les fossés. Je crois que quand ils voient la remorque et moi dedans, ils oublient de jouer et on entend souvent des petits coups de klaxon amicaux. Souvent, les voitures se doublent sans aucune visibilité. C'est très angoissant de voir arriver devant 2 bus côte à côte qui font la course pour pas se laisser doubler. Mon papa est toujours prêt à plonger sur le bas-côté. Surtout que les voitures n'ont pas toujours des freins et qu'elles sont tellement chargées que le chauffeur ne doit pas pouvoir s'arrêter comme il voudrait.
En France, il y a les autoroutes, les routes et pas souvent des chemins de terre. En voyage, il y a parfois les grandes routes et souvent les chemins, que les gens appellent des routes. Parfois, une route nationale n'est qu'une piste de cailloux, de sable et de tôle ondulée. Quand c'est des cailloux, ça peut encore aller, on fait des zigzags. Mais quand c'est du sable, il faut souvent descendre du vélo pour pousser. Au Mali, on a fait comme ça 14 km dans la journée. Le sable était tout mou et très profond et il faisait plus de 40 degrés. J'ai presque tout fait à pied. Parfois, c'est même un peu fou de pédaler. Il faut savoir se reposer. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que plus la route est pourrie, plus les rencontres qu'on y fait sont intéressantes. Parce que les bus climatisés des touristes n'y sont pas encore passés et que les gens y sont alors forcément plus gentils. Où allez-vous? En voyage, le meilleur moment, c'est quand on s'arrête. Alors, souvent, on choisit un arbre qui fait plein d'ombre et on gare le vélo dessous pour prendre un peu de repos. Avec l'habitude, même si on ne connaît pas toujours leur nom, on sait où s'arrêter. On évite de se garer sous certains arbres si on veut pouvoir repartir sans crever. On choisit les manguiers plutôt que les baobabs pour l'ombre ou se protéger de la pluie. On repère à l'odeur des forêts d'eucalyptus et on est tout content parce que ça veut dire qu'on ne sera pas piqué par les moustiques. On voit plein d'arbres, de plantes, de fleurs et de fruits qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Voir des orangers en fruits en plein mois de février, des litchis à Noël, ça n'est pas banal. On a traversé des forêts de baobabs ou d'euphorbes géantes, des plaines de sisal, de canne à sucre et de maïs, des savanes d'herbes rares et d'épineux. Et puis, des fois, c'est le désert où presque rien ne pousse et où nous recherchons l'ombre du moindre buisson en priant qu'il n'ait pas trop d'épines. Moi, les plantes, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je préfère quand même les animaux. Et pour ça, en vélo, on est gâté. On a le temps de regarder au bord de la route et de voir les bestioles qu'on verrait pas si on était en voiture. Des toutes petites, comme les scarabées roule-crottes, les mille-pattes, les termites et les fourmis. Des un peu plus grosses, comme les écureuils, les hérissons, les tortues, les porcs-épics, les singes et les phacochères. Des à plumes de toutes les couleurs et de toutes les tailles.
encore plus gros comme les antilopes, les zèbres, les buffles, les gnous, les girafes et les hippopotames. On est obligé de grimper dans une voiture car il y a des animaux qu'on ne peut pas approcher en vélo. Enfin, on peut les approcher, mais le problème est d'en revenir vivant. Un éléphant charge à plus de 45 km/h, alors on n'a pas envie de faire la course. Et depuis le véhicule, on peut approcher les lions, les rhinocéros et les éléphants. En plein pays Maasai, nous avons campé dans la brousse et un éléphant est venu brouter juste derrière notre tente. Mon papa n'a pas fermé l'œil de la nuit. Moi, j'ai même pas eu peur. Je dormais. Moi, j'aime bien les éléphants parce qu'ils sont faciles à voir dans la brousse. On les cherche pas longtemps. Un éléphant, c'est gros partout, même la zigounette. Quand on rentre de voyage, on regarde nos photos et on cherche à savoir le nom des animaux qu'on a vus et qu'on ne connaissait pas. Ainsi, j'ai découvert les statues, les arax, les souricates, les serpentaires, les baleines à bosse ou bleues. Avec les voyages, j'ai vu plein d'animaux qu'on ne peut pas voir en France. Des cafards et des blattes grosses comme des souris dans la chambre d'hôtel. Des méduses qui vous piquent les fesses sur des plages de rêve. Dans le Niger, je me suis fait mordre la zigounette par un poisson affamé. Nous avons vu des crabes par milliers venir envahir les plages du Vietnam à la nuit venue. Les moustiques sont parfois tellement nombreux qu'il nous est arrivé de monter la tente dans des chambres d'hôtel. On s'est fait voler du pain et du riz par des singes à Mombasa et j'ai vaillamment défendu mon paquet de Pampers sur la route du Cap de Bonne-Espérance contre un babouin qui voulait me l'arracher. Et nous n'avons pas encore vu trop de serpents parce que mon papa m'a bien expliqué que si on va dans les hautes herbes, il faut faire beaucoup de bruit pour les faire fuir. Enfin, sans toutes ces petites bébêtes sympathiques, les voyages seraient bien monotones. Voyager de par le monde, ça permet de voir que la Terre est une belle planète. Avec toutes les photos de paysages qu'on a pris, on a de quoi remplir des calendriers des postes pendant quelques années. À vélo, ce qu'il y a de bien, c'est que le paysage qu'on découvre nous appartient. On le mérite parce qu'on l'a conquis à la force de ses mollets. C'est la récompense de quelques heures ou quelques jours d'effort.
Et plus l'effort est grand, plus le paysage est beau, et plus on est riche de l'avoir conquis. Escalader le col des nuages, c'est 30 km d'ascension et c'est 12% par 45 degrés en plein milieu de journée. S'arrêter tous les 2 km pour s'arroser au puits artésien qui borde la route et arriver en haut, découvrir la plage de l'autre côté, c'est un moment unique. On sent son cœur enfler, les pneus du vélo ne touchent plus la route et on vole dans la descente vers ce coin de sable si chèrement gagné. Arriver à Mombasa en train ou en voiture, c'est beau. Mais découvrir la plage de Mombasa après 500 km autour du mont Kenya, 250 km de cailloux et 200 km de boue, c'est découvrir le paradis. Traverser à pied en poussant le vent, traînant le vélo une zone désertique juste parce qu'on vous a dit que c'était impossible et arriver au pied des falaises de Bandiagara, au cœur du pays d'Ogon. Voilà ce que c'est le bonheur. L'esprit de contradiction est un moteur terrible. Surtout ne dites jamais à mon papa que quelque chose n'est pas possible. On a dû faire la traversée de la Réunion à cause de quelqu'un qui lui avait dit qu'on ne pourrait jamais le faire avec la remorque. Et on a réussi. On était plutôt fiers. Réaliser l'ascension du volcan de la Fournaise à 5h du matin, le jour de Noël, ça permet d'apprécier le passage du Père Noël quand on redescend sur Terre. Nous avons grimpé Big Sur en Californie, fait tout Sunset Boulevard à Los Angeles, remonté le Nil et conquis le désert du Sinaï, longé les côtes du Péloponnèse, rallié 2 fois le cap de Bonne-Espérance et circulé dans Saigon, Le Caire et Nairobi. À chaque fois, mon papa était le roi d'un domaine imaginaire qu'il avait conquis comme Alexandre. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Quand on voyage dans certains pays,
on est obligé d'aller voir certains endroits parce que sinon les gens nous diraient « Ah bon, vous êtes allé là-bas et vous n'avez pas vu ça ?» On aurait l'air de clown. Un peu comme un Japonais qui serait allé au Louvre et n'aurait pas vu la Joconde. Alors, à chaque nouveau périple, mon papa achète des bouquins pour savoir les monuments qui valent la peine qu'on les visite et essaye de trouver une route qui passe pas trop loin. Je le soupçonne parfois de préférer l'Afrique parce qu'il n'y a guère de monuments et que ça laisse plus de temps pour s'amuser. Malgré tout, en Afrique, il y a quand même des monuments naturels comme la montagne de la Table au Cap. On peut y monter à pied, en téléphérique ou à vélo. Devinez quel moyen de transport on a choisi. Il y a aussi les falaises de Bandiagara, en plein cœur du pays d'Ogon au Mali. Elles sont truffées de villages troglodytes. Il y a environ 25 ans, les habitants les ont abandonnés pour reconstruire leur village en bas de la falaise. Seul le sorcier est resté en haut à veiller sur les gens. Les Dogons ont des connaissances exceptionnelles en astronomie et ils racontent plein d'histoires merveilleuses sur leur animal fétiche, le caméléon. Les Maliens construisent de magnifiques mosquées tout en terre qu'il faut réenduire à chaque saison des pluies. La plus belle est sans conteste Djenné au bord du Niger. En Égypte, on s'est gavé de visites. À Luxor, on a visité le temple de Karnak où j'ai découvert l'histoire égyptienne. On a acheté des guides que j'avais tranquillement le temps de potasser dans la remorque. Je suis devenue imbattable sur l'histoire des dieux égyptiens et des traditions de la haute, moyenne et basse Égypte. Quand on a visité les musées, surtout celui magnifique du Caire et le très original musée de la momification de Luxor, c'est moi qui expliquais tout à mon papa. Il apprend plein de choses avec moi. On a évidemment fini par les pyramides, qu'on est allé voir une première fois en dromadaire, puis à vélo pour aller là où on voulait. Elle avait fière allure, ma remorque, coincée entre le Sphinx et la pyramide de Khéops. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy. Voyager à vélo dans le monde, c'est faire plein de rencontres, surtout avec un petit garçon dans une remorque. C'est le succès garanti à chaque arrêt. À 4 ans, on n'a pas de problème de langue. Avant chaque voyage, mon papa révise son anglais ou pioche dans un guide les mots à connaître. Moi, 2 sourires, une pelle et un seau, un ballon de foot et tout de suite, je comprends les autres enfants. Les rencontres, c'est pas ce qui manque. Chaque pause a toujours un nouvel échange. Une proposition pour boire un thé, un café ou un simple verre d'eau. Une invitation à manger, à dormir, un renseignement pour trouver son chemin ou un simple sourire capturé au bord d'une piste.
C'est souvent l'occasion de vérifier que les mieux habillés ne sont pas toujours les plus gentils. J'ai rencontré des gens de toutes les couleurs, des petites filles noires avec des cheveux dressés sur la tête, des petits garçons aux yeux en amande, à la peau caramel, avec un tout petit nez, d'autres aux yeux bleus et aux cheveux blonds comme moi. Certains habitaient des maisons en terre avec des toits de paille, d'autres des cabanes en tôle, et d'autres encore des maisons grandes comme des gymnases avec des piscines dedans et des salles de bain dans chaque chambre. Dans chacune de ces maisons, nous avons été reçus comme des invités de marque. Et même si certaines coutumes sont parfois choquantes, pas un peuple n'est moins accueillant qu'un autre. Au Vietnam, on a dormi dans des hôtels interdits aux étrangers. J'étais la vedette. Toutes les dames voulaient me toucher. Fallait que je me défende, parce qu'elles mettaient la main dans ma culotte pour savoir si j'étais un garçon ou une fille. Là-bas, ils nous prennent un peu pour des singes, parce qu'on a plein de poils partout, et pas eux. She said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. Au Mali, si on passait dans un village, il fallait toujours s'arrêter pour discuter. À 10h du matin, les gens nous invitaient à rester pour la nuit. On y serait encore si on avait dû les écouter. Là-bas, il y a des dames qui ont des pieds devant quand elles ont un bébé dans le dos. En Afrique du Sud, on a rencontré des gens qui dormaient avec un fusil sous leur lit et qui se promenaient avec un revolver à la ceinture comme des cow-boys. Compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh, and everybody you would know exactly what I was talking about. I'm talking about time. Soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes. Les endroits où on se sent le mieux sont souvent là où les gens sont les plus pauvres, parce qu'ils ne nous regardent pas comme des touristes avec de l'argent, mais comme des voyageurs qui sont venus à leur rencontre. Ils ont plein de questions à nous poser sur le vélo, la France. Moi, je laisse mon papa discuter de tout ça. Je prends mon ballon de foot dans la remorque et je vais me faire une super partie avec tous les copains que je peux trouver. Et c'est pas ce qui manque.
Voici un rappel des différents voyages que nous avons fait entièrement à vélo-remorque depuis que je suis tout petit. Nous avons traversé la France du Mans à la frontière italienne lorsque j'avais 1 an. À 2 ans, j'ai découvert l'Afrique du Sud. À 3 ans, le Vietnam. Et à 4 ans, le Kenya. En 96, à 5 ans, j'ai pas mal bourlingué entre la Californie, la Grèce, le Burkina Faso, le Mali et les îles Maurice et Réunion. Le dernier voyage avec la remorque nous a menés au pied des pyramides égyptiennes. Dis papa, c'est bientôt que tu m'emmènes en Australie ? Petit Pierre s'en va faire le tour de la terre entière. Son papa, son vélo, voilà ce qu'il lui faut. Mais il fait pleurer sa mère qui n'a plus de petit Pierre. Petit Pierre s'en va faire le tour de la terre. Petit Pierre s'en va faire le tour de la terre entière. Son papa, son vélo, voilà ce qu'il lui faut. Mais il fait pleurer sa mère qui n'a plus de petit Pierre. Alors Pierre, bon garçon, rentre à la maison. Allez-vous, allez-vous, chemin du vent, chemin du rêve. Où allez-vous, allez-vous?